Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Pamodia Canal Télévision dans ce programme La législation. Cette émission ou encore ces programmes qui met au centre les débats juridiques ainsi que le matière juridique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant comme d'habitude dans cette émission. Il s'agira bien sûr de l'avis juridique indépendant dans la protection des droits des communautés locales en République démocratique du Congo. Et cela a nécessité ou a suscité réellement la présence ou encore l'intervention de Maître Jérémy Madiela. C'est un habitué de cette émission. Ce n'est pas sa première fois d'intervenir dans la législation et nous avons encore le réel plaisir de les recevoir sur notre plateau. Maître Jérémy, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Boaz, bonjour Louchois et Louchoises et surtout bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent au-delà de la ville de Lubumbashi dans notre chaîne bien-aimée Pamoja. Vous allez bien? Très bien, comme toujours. Ça a toujours été un plaisir, une aubaine de vous recevoir sur nos plateaux. Et c'est toujours un plaisir de revenir, surtout en compagnie de nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Alors, très prêt pour décortiquer notre sujet du jour. En effet, en effet. Alors, Maître Jérémy, il y a tant de sujets qui font objet d'actualité, mais pourquoi avez-vous porté les choix, encore les dévolus sur ces sujets? Alors, quand vous lisez par exemple l'article 1er de notre constitution de la RDC du 18 février, qui a été bien sûr modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, on nous dit que la RDC est un état de droit. Si on nous dit que la RDC est un état de droit, c'est que la RDC doit promouvoir ce qu'on appelle le 3 piliers de droits humains. L'État doit promouvoir les droits humains, l'État doit protéger les droits humains et l'État doit faire en sorte que ces droits humains soient effectifs sur le plan pratique. Okay. Or, la réalité est telle que dans plusieurs cas, nous voyons que les droits humains sont de plus en plus bafoués, surtout dans les zones minières comme l'arc Kipro-Cobaltifère, la province du Haut-Katanga, la province du Lualaba. Et donc, les communautés locales sont des fois vouées à elles-mêmes, ne sachant à quel sens c'est voué. Il était alors important que nous puissions parler de l'Amicus Curiae, qui est un mécanisme innovant qui peut permettre de protéger ces communautés locales au niveau de la province du Haut-Katanga. Alors, Maître Jérémy, l'Amicus Curiae, en des termes plus clairs, il s'agit de qui? Alors, quand on parle d'Amicus Curiae, l'Amicus Curiae vient du latin, ça veut dire ami de la cour. On voit ici une organisation à but non lucratif ou une organisation de développement, donc l'ONG ou la SBL, qui est attaché à une juridiction et qui prête main forte à une juridiction par son expertise. L'Amicus Curiae permet donc aux juridictions de pouvoir qualifier certains faits juridiques et d'apporter certains éléments de preuve qui font évoluer les débats. Okay. Aujourd'hui, par exemple, il est de ces choses qui sont juridiquement qualifiables et c'est ce qui d'ailleurs fait en sorte que les communautés locales ne sont pas vraiment protégées de la bonne manière. Vous avez par exemple le défaut du droit à l'information qui est posé aux articles 444, 451 du règlement minier. Okay. Lorsque les communautés locales n'ont pas de connaissances sur les éléments qui sont dans le cahier des charges, lorsque les communautés locales ne savent pas sur base de quoi la dotation de 0,3% a été effectuée, conformément notamment aux articles 285, et donc on est en présence d'une communauté qui ne sait pas comment accéder à l'information. Et de l'autre part, l'entreprise ne dit pas quel est le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au bénéfice desquels elle doit déduire ces 0,3%. Okay. Quand on arrive devant le juge est dépourvu de moyens. Il dit, mais comment je vais qualifier ces faits juridiques-là? Le juge a des difficultés à motiver sa décision juridique conformément à l'article 49 de la Constitution. Et on a des outils que les juges n'ont pas, que l'Amicus Curiae, que les amis de la Cour peuvent lui apporter pour l'éclairer dans sa religion et les permettre de prendre des dispositions qui sont les plus idoines. Alors, Maître Jérémy, très rapidement, quelle est la base juridique sur laquelle on peut s'apitoyer, encore s'émarteler pour confirmer ou encore pour légaliser, si je peux le dire ainsi, cet ami de la Cour? Alors, l'Amicus Curiae aujourd'hui est une innovation que nous apportons. Nous connaissons tous qu'il existe 4 sources de droit, les sources réelles, les sources matérielles, les sources organiques et les sources formelles. Et dans les sources formelles du droit, nous avons la loi, nous avons la coutume, nous avons les principes généraux de droit, la jurisprudence, la doctrine et l'équité.
Sur le plan de la loi, aujourd'hui, il est vrai que nous avons assez de difficultés, mais on peut déjà se rabattre sur la Constitution congolaise qui promet la défense de droits humains. Et sur base de la Constitution congolaise, d'ailleurs, quand vous commencez aux articles 11, on commence à étaler les droits humains. Sur base de la Constitution congolaise, aujourd'hui, et sur base de la doctrine internationale et de la jurisprudence, on peut se dire que l'ami Kouscouraye peut faire fortune en droit congolais. Vous avez les affaires comme l'affaire CEDEM 17 novembre, vous avez les affaires comme l'affaire Pageclem, où on a eu, conformément à l'article 109 du Code minier, on a vu qu'il y avait des décès. Vous avez l'affaire Comidé, vous avez l'affaire Moussonoï, l'affaire Comacat. Et donc aujourd'hui, nous devons repenser notre manière d'agir pour éviter à ce que ces communautés locales-là, qui entourent notamment les entreprises comme Washi Mining, etc., puissent bénéficier de ce qu'on peut appeler aujourd'hui comme étant une protection idoine. Donc, on a parlé notamment de la Constitution, mais il y a aussi les statuts de Rome qu'a ratifié la RDC à son article 75 qui dit qu'à n'importe quelle phase de la procédure, toute personne peut donner à la Cour un mémoire où il détaille les éléments qui peuvent aider la Cour à rendre son jugement. Vous avez les articles 42 à 47 du protocole de 1998 sur la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous savons que nous, la RDC, nous avons adhéré aussi à la charte qui est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. D'ailleurs, on a eu déjà une première affaire avec notamment l'affaire RDC contre le Batois. Et on a eu Trial International qui a soumis notamment devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples des mémoires d'Amicus. Donc, on peut citer beaucoup. Vous avez la Convention de Washington sur le plan international et sur le plan national. J'ai parlé de l'article 215 de la Constitution. Vous avez également notamment la loi sur le code pénal militaire ainsi que la loi portant le code de procédure pénale. Alors, M. Jérémy, je dirais une question sur une sous-question. Oui. Sur la question principale, vous aviez dit qu'il s'agit de toute personne. Oui. Y a-t-il une catégorie de personnes qui sont réservées pour exercer ces métiers d'amicus? Oui, bon, en tout cas, dans les législations des États au niveau régional, il est question, pour certains États, ils ont opté pour ce qu'on appelle la méthode d'expertise. C'est-à-dire que la juridiction ou l'État a listé les organisations qui peuvent contribuer en tant qu'amis de la Cour, mais dans le cadre, par exemple, du statut de Rome, il est dit qu'à n'importe quel moment de la procédure, toute personne peut présenter par écrit ou oralement ses observations. Donc, on a ces deux régimes qui existent. Il y a un régime d'autorisation et de limitation dans certains États où on a déjà listé les personnes, ici on peut parler des personnes morales notamment, les ONG qui peuvent contribuer comme amis de la Cour, mais on a également un système plus libéral où on autorise à quiconque de les faire. Et comme je vous l'ai dit, que la RDC a déjà une expérience dans les domaines parce que devant la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, dans l'affaire la RDC contre notamment les communautés batois, on a soumis ces mémoires d'Ami Kouscouraye, mais vous avez également des affaires devant la CPI, notamment l'affaire Jean-Pierre Bemba, devant la CPI, on a soumis notamment le mémoire d'Ami Kous. Donc, la RDC, dans les procès au niveau international, est déjà habituée à ces mémoires d'Ami Kous. Les amener en droit interne va faciliter une protection plus escomptée des communautés locales. Alors, M. Jérémy, quelles sont les conditions de recevabilité de l'ami de la Cour devant les juridictions congolaises? Alors, les conditions de recevabilité devant les juridictions congolaises sont d'abord les conditions liées à l'action. Nous connaissons que pour les conditions liées à l'action, nous avons notamment la qualité d'agir et la capacité d'agir qui se basent sur un droit légitime et un intérêt prouvé. Mais dans les cadres de communautés locales, la grande question qui se pose actuellement, c'est que est-ce que les communautés locales ont le droit d'agir en justice? Est-ce qu'ils ont la capacité? Certains doctrinaires, certains chercheurs ont mis en place la thèse négative pour dire que les communautés locales qui ne bénéficient pas de la personnalité juridique ne peuvent pas saisir les juridictions congolaises. Or, c'est un faux débat et c'est un argument faux. Parce que déjà, sur le plan international, il y a ce qu'on appelle la théorie de la personnalité juridique apparente. C'est-à-dire que pour qu'il y ait personnalité juridique, il faut qu'on accorde à certains sujets de droit et que ces sujets soient en mesure de les défendre. Or, si on accorde à certains sujets de droit
et que ces sujets-là ont de droit et qu'on leur interdit la possibilité de les défendre, c'est une utopie. Et donc, aujourd'hui, les communautés locales n'ont pas besoin de la personnalité juridique. Ils n'en ont pas besoin. Ils peuvent agir. Et quand vous combinez les dispositions pertinentes du Code minier de 2018 et du règlement minier, ils peuvent agir à travers un représentant légal. Ici, il peut s'agir notamment d'un ONG, d'une organisation internationale ou d'un ASBL. Donc, ici, ce sont des associations, ce sont des ONG qui peuvent porter la voix, notamment des communautés locales. Ils n'ont pas besoin de la personnalité juridique pour pouvoir saisir la juridiction. Ils peuvent passer à travers les représentants légaux et saisir ainsi les juridictions congolaises. Et les autres questions, notamment sur la qualité d'agir étant déjà bâtie en brèche, le droit d'agir en justice n'est plus un débat parce que le code minier, les règlements miniers, la loi sur l'environnement et peut-être même la loi sur l'eau, quand vous lisez, ont prévu des prérogatives qui sont conférées aux communautés locales en tant que groupe et non en tant qu'individu. Donc, sur ces plans-là, les communautés locales peuvent réellement agir en justice. Alors, parlons maintenant de sa mise en œuvre, la mise en œuvre de l'amicus curiae. Voilà, j'y arrive. Quelle procédure suivrait, la procédure juridique à suivre pour sa mise en œuvre? Alors, déjà, en droit congolais actuellement, nous avions cité qu'il y avait des mécanismes et des mises en œuvre qui existent, mais malheureusement, ces mécanismes et les mises en œuvre ne permettent pas d'arriver au résultat que l'amicus curiae peut permettre. On a notamment parlé de la dénonciation, on a notamment parlé de la tierce opposition ou de la constitution comme partie civile, mais dans ces cas-là, il y a la question de la subjectivité des arguments que l'on amène par devant la juridiction. Mais ce sont des mécanismes qui existent déjà actuellement. Okay. La question pour l'effectivité des amicus curiae serait de modifier notamment la loi portant organisation OCJ de 2013, la loi numéro 11/13-B. Donc, lorsque l'on modifie cette loi, on va permettre à ce que, au-delà des experts qui existent, que l'on ajoute ce qu'on appelle les amis de la Cour. Et ces amis de la Cour peuvent être attachés à la Cour, soit de manière permanente, soit de manière intermittente, mais le fait que les amis de la Cour, l'amicus curiae, sont attachés à la Cour, va permettre à ce que les questions aujourd'hui, parce que le droit est très évolutif, et aujourd'hui, plusieurs magistrats, plusieurs juges sont désemparés avec la vitesse de l'évolution du droit. Et donc, les amis de la Cour sont des experts d'un domaine particulier et ils amènent leurs expertises devant la Cour pour permettre à ce que la Cour puisse prendre une décision qui protège au mieux les droits et libertés fondamentaux. Est-ce que l'avocat peut avoir un apport ou un rôle à jouer dans sa mise en œuvre? En effet, les avocats ont un rôle à jouer parce que même si les amicus curiae peuvent passer par et à travers les ASBL et les ONG, en droit congolais, selon notamment l'ordonnance de 1979, la prérogative de représenter et d'assister une partie devant la justice revient notamment aux avocats et aux défenseurs judiciaires. Donc, ils ont un rôle à jouer parce que c'est eux qui vont porter les arguments devant les juges. Ils vont représenter les parties devant les juges. Et donc, même si cette défense est organisée au sein d'une association sans but lucratif ou des organisations, notamment des ONG, des organisations non gouvernementales, mais il est question ici de l'apport des avocats parce que ce sont les avocats qui vont expliquer notamment aux juges l'intérêt des arguments qui sont couchés dans les mémoires d'amicus. Alors, Maître Jérémy, nous revenons encore sur une autre question. C'est aussi la question en rapport avec l'apport concret de l'amicus curiae dans la protection des droits des communautés locales. Quel est cet apport concret? L'amicus curiae a un apport très considérable et cet apport de l'amicus curiae notamment se situe à 3 niveaux. Au premier niveau, c'est un rôle informatif. Okay. C'est-à-dire que l'amicus curiae vient avec des arguments, des éléments qui vont informer les juges. Il y a aussi un rôle notamment des renforcements de la transparence. Parce que les amicus curiae viennent avec des éléments qui sont pertinents et il y a une sorte de participation de communautés locales. Okay. Et leurs besoins sont transmis devant les juges. Il y a donc une forme de transparence. Il y a une participation citoyenne également. Vous avez par exemple l'affaire
Métanex contre les États-Unis. On a vu une participation citoyenne des communautés locales, mais il y a aussi la protection des droits humains et c'est là où nous insistons parce que les amicus permettent réellement de protéger les droits humains avec des éléments qu'ils apportent. Parce que ces amis de la Cour ont de l'expertise, notamment sur les instruments juridiques au niveau international, au niveau régional et au niveau sous-régional, qui protègent les communautés locales. Et sur base de ça, lorsqu'ils viennent porter dans leur mémoire des arguments, ce sont des arguments d'autorité. Et il y a aussi ces côtés de l'éducation juridique, parce que les amicus vont permettre de développer une culture judiciaire ouverte et critique. Lorsque nous avons notamment la partie demanderesse et la partie défenderesse devant les juridictions, nous n'avons pas une troisième voie qui n'est pas partiale, une troisième voie qui est objective. Et c'est en ça que les amicus viennent. Ils ne sont ni du côté, notamment de communautés locales, sur les intérêts privés, ni du côté de la société qui pollue, mais ils sont au milieu pour dire au juge, attention, ces communautés ont droit à ça, à ça, à ça, à ça. Et c'est sur cette base-là que les arguments des amicus sont des arguments qui sont objectifs, qui ne sont pas teintés de partialité, et le juge ne pourra que bénéficier d'une telle expertise dans les domaines judiciaires. Donc, il y a la pertinence des débats qui est augmentée à travers et par notamment l'intervention des amicus. C'est pourquoi il est intéressant aujourd'hui, surtout dans les grands Katanga, avec plusieurs affaires de pollution que nous connaissons qui sont restées sans réparation. Ouais. On a notamment, on ne dénombre plus ces cas et je crois que pour ceux qui suivent les travaux notamment de l'IRDH, l'Institut de la recherche en droits humains, qui est dirigé par Maître Hubert Chiswaka, c'est un projet qui a été mis en place des amicus curiae et les études sont déjà avancées pour permettre en fait de mettre en lumière ces éléments-là vis-à-vis des communautés locales qui sont des victimes. Alors, Maître Jérémy, nous vous disons énormément merci d'avoir une fois de plus répondu à notre invitation. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Je remercie nos téléspectateurs et surtout, nous sommes là pour intervenir dans ce genre de cas, pour éveiller la conscience et démontrer que les communautés locales ont droit à la protection. C'est ainsi que Pamoja TV est également une chaîne à féliciter parce qu'elle avance dans ces domaines-là, elle est aux côtés des communautés locales et c'est intéressant. Alors, aimables téléspectateurs, j'y arrive, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au bord du Matsaba de cette émission. Nous avons reçu sur ces plateaux Maître Jérémy Madiela qui est doctorant en droit également. Il est chercheur de l'IRDH. Voilà, IRDH. Voilà. Avec lui, nous avions traité la question l'avis juridique indépendant dans la protection du droit des communautés locales. L'avis juridique indépendant constitue ainsi une voie complémentaire vers une justice inclusive, mieux informée et plus respectueuse des droits des communautés locales. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée.